heureuse de vous compter parmi les milliers de nos chers téléspectateurs de Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette production qui va nous plonger dans la justice en République démocratique du Congo, d'où on va parler de la poursuite du procès Bukanga Lonzo contre les prévenus ex-premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo. Nous soulignons que ce procès est sur table il y a de cela 4 ans et une peine de 20 ans vient de l'être réservée après présentement des faits devant la Cour constitutionnelle. Dans cet élément produit par la RTNC Kinshasa, nous allons suivre de quoi exactement est accusé ces prévenus et par rapport à quoi il a été jugé pour une peine de 20 ans. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les 3 prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres, mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Vous allez souffrir, notre réquisitoire est trop long. Comprenez que ce sont des faits graves. On a tout le temps. Et étant donné la qualité des personnes poursuivies, nous sommes allés trop loin, jusque dans les détails. Et le parquet général près votre cour, Monsieur le Président, poursuit les prévenus Matata Ponyo Mampon Augustin, Mutombo Mwana Nyembo Deogracias, Globler Christo Stéphanous, pour les préventions reprises dans la requête aux fins de fixation d'audience. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? Les faits. Je vais commencer par présenter ce projet agro-industriel de Bukanga Lonzo. Avant de poursuivre par les causes ou moyens du détournement, et enfin attaquer les droits. Situé dans la province du Kwango, à 250 km au sud-est de Kinshasa sur la route nationale numéro 1, le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, PAIBL, est localisé entre les rivières Kwango et Lonzo, dans le secteur de Bukanga Lonzo, en territoire de Kenge. Ce site agricole bénéficie d'excellentes conditions climatiques, géographiques et météorologiques. Il s'agit d'un domaine agro-industriel d'une superficie de 80 000 hectares
ou 800 km², soit 8 fois la ville de Paris. Le PAIBL, situé à 3 heures de la route de la mégapole de plus de 10 millions d'habitants qu'est Kinshasa, avait pour mission de servir de grenier de cette ville-province. En effet, ce projet ambitionnait au titre d'investissement à réaliser la construction de silos à grains, d'une ferme agricole, d'un abattoir, d'un entrepôt frigorifique, d'un secteur d'emballage, d'un site logistique avec 50 camions frigorifiques de 10 tonnes à destination du marché, des produits frais de Kinshasa et d'autres destinations, d'un système d'irrigation, d'une fourniture d'énergie électrique, d'un système interne de purification d'eau, de 200 km de routes, de plus de 250 tracteurs de production agricole, d'une usine opérationnelle de bois et une usine de caillasse. Il est aussi prévu les investissements d'accompagnement, c'est-à-dire les centres de formation agricole, un centre médical, les écoles, des logements, des infrastructures communautaires comme des églises, une bibliothèque, un terrain de football. Il était aussi prévu la création de 5 000 emplois directs et entre 12 000 et 15 000 emplois indirects. Il était également prévu d'exploiter le bétail et d'organiser l'élevage à caractère industriel. Dans ce cadre, il était prévu des vaches laitières, des poules à chair, des poules pondeuses, des porcs et des chèvres. La primature, à l'époque, affirmait que les villages à l'intérieur du parc ne seraient pas déplacés et que les paysans seraient soutenus dans le développement de la filière manioc avec des boutures améliorées, des intrants et des matériels de production. Bref, ces méga-projets, comme d'ailleurs d'autres que la RDC a connus, visaient, selon les brillantes annonces et multiples slogans, marketing, révolution de la modernité, agriculture priorité de priorité, la RDC Chine de demain, qui ne sont qu'une technique bien conçue de propagande dénoncée par l'ancien président américain dans son livre Le Futur, 6 logiciels pour changer le monde. Ces projets visaient l'atteinte de la souveraineté alimentaire grâce à l'agriculture. Mais de tous ces investissements prévus, le résultat est quasi nul, au point que le fiasco que ce projet a connu révèle qu'en réalité, il n'était qu'un leurre ou une arnaque menée par différentes mafias internes et externes, enracinées dans la corruption, des personnes qui courent derrière le profit financier absolu et qui font non pas de l'agro-industriel, mais bel et bien de l'agro-business, qui est l'un des piliers principaux de détournement des fonds publics, comme nous allons le démontrer au niveau des différentes étapes qu'a connu le PAIBL et qui renferme les causes ou moyens de détournement. Quelles sont les causes ou moyens de détournement? Le premier point, c'est au niveau de la conception de la création du PAIBL. En 2013, le gouvernement de la RDC avait adopté le programme national agricole PNA, en sigle 2013-2020, avec l'appui technique et financier du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Ces plans prévoient entre autres interventions la construction de parcs agro-industriels à travers l'ensemble du pays. C'est sur cette base que le PAIBL était conçu comme projet pilote par le cabinet du prévenu Matata Poni-Augustin, alors Premier ministre. C'est en effet son conseil principal au Collège d'agriculture et développement, M. Moussoussa Oulimwengi John, actuellement en fuite, qui avait élaboré, conçu et monté le projet sous la supervision du directeur du cabinet,
et du prévenu Matata, et ce, au travers de ce qu'ils avaient intitulé la stratégie de transformation du secteur agricole congolais, KDPAI. À ce stade, on se pose la question de savoir si ce n'était pas en réalité la stratégie de transformation du trésor public en grenier agricole pour les prévenus. La sénatrice Ida Kamoji, qui était à l'époque conseillère au Collège Agriculture et Développement de la Primature, déclare à cet effet, et je vous renvoie au PV, à la code 156 du dossier judiciaire, que tout a été conçu et mis en œuvre par le sieur John Moussa, aujourd'hui en fuite. Elle poursuit que sieur Moussoussa concevait, sieur Kitebi ordonnait le paiement et le Premier ministre, ici prévenu, approuvait, donnait les ordres, les instructions et les orientations. C'est ce que déclare aussi la députée Louise Munga Messosi, à l'époque ministre du portefeuille, en répondant que le montage du PAIBL était l'œuvre du Premier ministre et son cabinet, du Premier ministre et son cabinet, et qu'elle était obligée d'apposer sa signature. Monsieur Kitebi, ministre honoraire délégué aux finances, dit la même chose lorsqu'il déclare, et je vous renvoie à la code 145, qui n'a jamais été associé à la conception et à la création du PAIBL. Monsieur le Président, vous avez constaté, à travers les pièces de ce dossier, que la conception, la mise en chantier et la création du parc agro-industriel de Bukangalozo est l'œuvre exclusive du prévenu Matata Pognon, malgré ses dénégations. Classiquement, il appartient au Premier ministre de diriger l'action du gouvernement, d'en définir les grandes orientations politiques en donnant aux besoins les impulsions nécessaires et d'arbitrer les différends qui pourraient survenir entre ces ministres. Que chacun des membres du gouvernement qui bénéficie d'une délégation du pouvoir du Premier ministre dispose d'une compétence propre définie par l'ordonnance fixant les attributions du ministère dont il a la charge. Le prévenu Matata a complètement ignoré cet aménagement institutionnel en excluant totalement les ministres concernés, à savoir le ministre du portefeuille, le ministre de l'Agriculture et le ministre du Budget dans la conception et l'exécution du PAIBL. Les membres de son cabinet, dont les fugitifs Moussoussa, étaient seuls au four et au moulin. Les ministres concernés étaient réduits à des cellules d'enregistrement des décisions toutes faites. Cette conception, cette mise en chantier, cette création du PAIBL portait déjà en elle les germes du débâcle, du détournement, notamment l'existence des mécanismes même à minima, comme un service d'audit, un comité de suivi des achats. Il a tenu en RDC la comptabilité pour la surveillance dans l'utilisation des fonds décaissés par le Trésor public et l'inexistence des mécanismes prudentiels de garantie de bonne gestion par les partenaires. Cela a entraîné l'opacité dans la gestion, la surfacturation des biens et services, du fait que les troisièmes prévenus étaient les seuls à déterminer les besoins en investissement, les troisièmes prévenus à savoir Globler, les besoins d'investissement, à passer les commandes, à fixer les prix et à acheter les matériels et intrants agricoles auprès principalement de ces seules filiales, auprès des tiers sans la mise en concurrence avec d'autres fournisseurs, devenant ainsi juge et partie durant tous les cycles de vie du PAIBL. Ces carences, ces défauts de mécanismes de surveillance sont en réalité les omissions volontaires constitutives des jalons préparatoires et déterminants du détournement des fonds publics. Quant à l'étape du choix du partenaire et de la tutelle du PAIBL, à ce niveau, et une fois de plus, c'est la primature qui est au four et au moulin. Elle ne donne pas les orientations
Elle décide. C'est ainsi que c'est elle qui recrute les partenaires sud-africains, Africom, ici prévenu par son organe central, de gré à gré, sans obtenir l'autorisation de la Direction générale des marchés publics, DGCMP en sigle. Ce partenaire est recruté comme un simple prestataire rémunéré par l'État congolais pour l'aménagement, la construction et la gestion du PAIBEL pour une période de 5 ans renouvelable sur base de l'évaluation de la performance. Signalons que ce partenaire, ici troisième prévenu, est une société holding Africom créée en Afrique du Sud pour gérer les activités d'une quinzaine de sociétés qui œuvrent dans le domaine spécifique des fournitures des équipements, matériels et intrants agricoles. Au moment de la signature du contrat de gestion avec l'État congolais, cette société n'avait que 3 ans d'existence. Ces 3 ans d'expérience n'étaient pas suffisants pour légitimer un tel choix, même si certaines de ses filiales avaient des expériences spécifiques en matière de fourniture des équipements, matériels et intrants agricoles qui ne sont pas à confondre avec la compétence en matière d'aménagement et de gestion d'un parc agro-industriel. Les prévenus, Matata et son cabinet, ont donc délibérément ignoré toutes les possibilités légales à la signature du contrat de gestion avec les troisièmes prévenus. En mars 2015, la primature récidive toujours par le premier prévenu, le prévenu Matata, en signant la convention d'actionnaire avec les troisièmes prévenus Gobler. Les ministres du gouvernement sont mis sous pression et doivent respecter les instructions. Des prestataires de services, les troisièmes prévenus deviennent actionnaires dans les 3 sociétés créées, à savoir la société d'exploitation du parc CEPAGRI SA, la société d'aménagement et de gestion du PAIBEL Parc Agri SA et la société de commercialisation appelée pompeusement Marché international de Kinshasa, Marikin SA en sigle. Pourquoi disons-nous que c'est la primature? Mieux, c'est de prévenir qui signe en réalité cette convention. La réponse est donnée par la ministre du portefeuille à l'époque, Madame Marie-Louise Munga. Elle déclare à cet effet: je reconnais avoir posé les actes dans le cadre de ces dossiers. C'est sur instruction stricte du Premier ministre. Ces projets nous ont été transmis par le conseil principal du Premier ministre, M. Moussousa Oulimwengi, et ensuite par le Premier ministre lui-même. Le Premier ministre, dans sa lettre du 18 février 2014, rappelle sa lettre du 29 janvier 2014 qu'il avait autorisé le ministre du portefeuille à signer les statuts des 3 sociétés pour mercredi le 19 février 2014. Ceci montre que la création des 3 sociétés était déjà décidée par le Premier ministre. Et l'ex-ministre continue. Il en avait autorisé la création. Je souligne que la lettre est du 18 février 2014 et je devais signer les statuts le 19 février 2014. Je n'ai pas eu le temps matériel d'examiner les documents et j'étais sous pression. Il exigeait aussi que des protocoles d'accord soient signés par 4 ministres. Fin de citation. À la lumière de ces déclarations, qui se recoupent du reste avec celles du ministre honoraire délégué aux finances Kitebi, du ministre honoraire des finances Moulang, de la sénatrice Ida Kamouni, qui décline leur responsabilité dans ces procédures d'élaboration des textes, dans le choix du partenaire, ainsi que dans le suivi et l'encadrement du PAIBL. Il apparaît que c'est le prévenu seul, le premier Matata seul, qui a fait le choix du partenaire, et c'est lui seul qui a assuré la tutelle absolue du PAIBL, comme l'atteste d'ailleurs la fréquence des ordres de mission, les multiples correspondances pour le suivi et l'encadrement du PAIBL, le fonctionnement d'une sorte de comité de gestion à la primature et les interventions relatives aux opérations de dédouanement des marchandises. Du contrôle du PAIBL. Relevons ici qu'il s'agit des fonds publics
les projets dont il est apparu avec les concepteurs, metteurs en chantier gestion du PAIBEL, n'a jamais mis des mécanismes de quelque nature que ce soit pour garantir la surveillance dans l'utilisation des fonds décaissés par les trésors publics. Il n'y avait aucun mécanisme de contrôle pour permettre la suivi et évaluation des activités du troisième prévenu, aucun indicateur des résultats et des livrables que les troisième prévenus devaient réaliser à des séances précises, et enfin, aucun mécanisme pour s'assurer que les mises à disposition des fonds faites au troisième prévenu étaient justifiées avant l'allocation des nouveaux fonds. En plus, la quasi-totalité des fonds décaissés en faveur du troisième prévenu l'ont été par la procédure d'urgence. Qu'est-ce qui justifie ces lacunes? Qu'est-ce qui a justifié les recours systématiques à la procédure d'urgence pour un projet séquencé? La primature n'a pas donné de réponse à ces questions. Relevons ici que la procédure d'urgence n'est permise que lorsqu'il s'agit de dépenses générées ou dictées par un acte imprévisible, notamment une catastrophe naturelle, une calamité, une agression extrême, un conflit armé, une épidémie et une évacuation sanitaire. Le PAIBEL répondait-il à ces critères au finish? Le PAIBEL s'est avéré en fait de compte être une calamité pour le trésor public. Des fonds libérés par le gouverneur en faveur du PAIBEL et de leur utilisation. Primo, des fonds libérés. Des éléments du dossier, notamment les relevés de décaissement obtenus au ministère des Finances, il apparaît que 280 millions de dollars ont été libérés en faveur du PAIBL, dont 278 884 080 dollars du trésor public et 1 115 116 dollars provenant des interventions du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Sinon que nous sommes en train de vérifier les informations selon lesquelles d'autres fonds auraient été alloués par les institutions internationales. L'enquête sur tous les sites révèle que de ces montants, seule la somme de 34 150 507 a été affectée aux activités du PAIBEL, soit une différence de 205 849 493 dollars non justifiés ou détournés par diverses utilisations frauduleuses suivantes. Il y a lieu de relever, avant d'énumérer ces utilisations frauduleuses évoquées, que le troisième prévenu, M. Globler, a bénéficié des exonérations sur presque toutes ces importations effectuées via ces sociétés filiales. Ainsi, les importations se réalisaient sans souscription des licences d'importation. À la sortie des marchandises des installations douanières, s'opérait sur simple procès verbal de pointage avec comme conséquence l'impossibilité d'effectuer les vérifications nécessaires, notamment sur les documents commerciaux, factures, certificats d'origine. Et ensuite, les fonds envoyés au troisième prévenu étaient exclusivement justifiés par des factures fabriquées émises par ce troisième prévenu. Malgré ces mécanismes illégaux, tolérés, assumés et encouragés par le premier prévenu, il a été massivement recouru à l'utilisation frauduleuse des fonds. Quelques cas de surfacturation. Vous en avez une longue liste dans notre réquisitoire. Je vous renvoie à notre texte écrit. Relevons que cette surfacturation se réalise sur une longue période dans l'indifférence totale du premier prévenu, gestionnaire réel du PAIBEL qui effectuait pourtant par le biais des membres de son cabinet d'innombrables missions de supervision. Il faut noter également qu'un associé troisième prévenu, la société Triomphe, avait reçu des fonds pour l'achat d'engrais. Alors qu'il avait acheté auprès de la firme sud-coréenne Itichem Corporation de l'engrais pour un coût CIF Matadi de 590 dollars.
soit une montre $590, mais la facturation présentée est de 11 520 tonnes métriques, soit une monstrueuse facturation qui a laissé les premiers prévenus indifférents s'agissant des fonds publics. Notons aussi que nous sommes tombés sur des factures d'origine auprès des transitaires, dont Bolloré. Quand le troisième prévenu recevait ces factures, il établissait ces factures sur lesquelles il multipliait par autant de fois qu'il voulait les prix d'origine pour justifier fraudulement les fonds reçus. Il y a également, sur demande du premier prévenu, les paiements en faveur des MIC Industries, siège principal à Reston, Virginie aux USA, en deux branches d'un montant global des francs congolais 7 392 167 7 milliards 392 167 577 francs congolais, soit 7 989 408 $.3 pour l'achat de Ultimate Building Machine destinées à construire des installations industrielles, agricoles, militaires et autres, alors que son prix de vente n'excède pas 800 000 $. Des avantages financiers inclus. Autre modus operandi. De manière générale, nous signalons que pour justifier le surcoût des matériels acquis, les troisièmes prévenus, incluant dans le prix d'achat les frais de dédouanement, les coûts des entretiens, achat de lubrifiants et carburants, alors qu'ils bénéficiaient au titre des avantages financiers de l'exonération sur toutes les opérations d'importation, et ils recevaient les frais de gestion et c'est alors qu'il avait cessé d'être prestataire de services pour devenir actionnaire. De manière particulière, relevant la libération par le gouvernement congolais de la quotité du troisième prévenu du capital associé dans les trois sociétés. En effet, le 24 mars 2015, le gouvernement congolais a signé avec le prévenu une convention d'actionnaires suivi d'un avenant signé à la même date prévoyant la création de trois sociétés différentes. Pour séparer les activités d'aménagement, de gestion, d'exploitation et de commercialisation des produits du parc, trois sociétés ci-après ont été créées. La société d'aménagement et de gestion du parc, Parc Agri SA, la société d'exploitation du parc, CEPAGRI SA, et le marché international de Kinshasa, Marikin SA. La constitution et la répartition du capital social de ces trois sociétés se présentent comme suit. Je vous renvoie à notre texte, au tableau repris aux pages 8 et 9 de notre texte. Dans cette convention d'actionnaires, la rémunération de 10% de la marge bénéficiaire au troisième prévenu est curieusement maintenue. Mais l'option de conversion de cette rémunération en action n'a pas été prévue. Pourtant, l'État congolais a payé au-delà même du montant total du capital pour chacune des sociétés, alors que le troisième prévenu n'a rien libéré. Ainsi, l'État a payé comme suite du capital, Parc Agri, 529 835 $.61 le 4 mai 2015, confère lettre du Premier ministre honoraire du prévenu Matata Augustin, 366 067 $.14, deuxième tranche, total libéré 829 49 430 francs congolais au lieu de 19 millions de francs congolais, soit 4400% par rapport au capital social, au lieu de se limiter à payer 85% du capital social. CEPAGRI, 182 72 900 francs congolais, le 5 mai 2015, par lettre du Premier ministre, le prévenu Augustin Matata,
représentant 101% du capital social au lieu de 133 millions de francs congolais. Total paiement non justifié, 59 millions 72 900 francs congolais, soit 63 862 $,59. Marikine, 192 millions 72 900 francs congolais. Le 5 mai 2015, par lettre du Premier ministre, le prévenu Matata, soit 207 698 $,2, représentant 101 du capital au lieu de se limiter à 50% du capital social. Total paiement non justifié, 95 millions 72 900 francs congolais, soit 102 780 $,51. Pour les trois sociétés, le total de paiement non justifié ou détourné représente la somme de 976 millions 45 230 $, soit au taux du mois d'effet de 1 million 45 450 $,30. De l'utilisation des sociétés écrans pour se faire rémunérer indûment. Autre modus operandi. Cas de la société Desticlox, cette société a reçu le paiement de 10 milliards 237 millions 316 789 francs congolais, soit 11 millions 69 388 $, dont 510 883,84 $ au titre des frais de gestion du parc. L'on se demande en quelle qualité, car les contrats de gestion étaient signés entre l'État congolais et des troisièmes prévenus. Cette société a également touché la somme de 4 milliards 570 millions 855 999 francs congolais, soit 4 millions 941 600 $ pour gravillonner la route depuis la nationale 1 jusqu'au site de Bukangalonzo, alors que la route est toujours en terre jusqu'à ce jour. Signalons que cette société est logée à la même adresse physique que les troisièmes prévenus et elles utilisent le même personnel. Le troisième prévenu qui a reconnu avoir reçu ses fonds au bénéfice de Desticlox, dont il est l'un des actionnaires, s'étonne paradoxalement de voir que ce somme était versé à Desticlox pour des tâches lui revenant en sa qualité de gestion de l'exploitation du parc. Cas de la société Feed Africa. En date du 11 juin 2014, la dame Kachoko Mbonda Hortense, épouse du prévenu Matata, les sœurs Matata Suiti Liabemba Edouard, membres de famille, même la famille du prévenu Matata, s'associent avec Madame Globler, épouse du troisième prévenu, et les sieurs Peter Werther, associés dans Desticlox, au troisième prévenu, pour former la société Feed Africa. Le gérant désigne cette société est curieusement le prévenu Globler. Cette société Feed Africa a pour objet social principal les activités agricoles et elle acquiert pour ce faire une vaste concession dans la concession même du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Comme vous le remarquez, les associés dans cette société sont les membres de famille du premier prévenu et du troisième prévenu qui ont superbement choisi de s'octroyer les hectares dans la concession du PAIBL pour y mener les mêmes activités agricoles que le PAIBL. Les acquisitions du matériel de cette société, notamment les tracteurs, les véhicules, les pièces de rechange, les outils de champ, les pesticides et les silos de stockage d'une valeur globale de 1 998 900 $ l'ont été avec les fonds
alloués au PAIBL. En réalité, cette société, fille d'Africa, est une société écran du prévenu Matata, créée pour dissimuler les transactions financières frauduleuses des captations de fonds publics à laquelle on donne une allure légale alors qu'il s'agit de détournement des fonds publics. La note du fugitif conseiller principal du prévenu Matata, les sieurs Moussoussa Oulimwengi, John, est éloquente à ce sujet dans ses énonciations. Je vous renvoie au code 3103 3104 de la non-exécution des travaux de construction de divers ouvrages. Un montant estimé à 89 millions de dollars a été libéré pour la construction du marché international de Kinshasa. Le troisième prévenu des gérants d'Africom Commodities ne reconnaît pas avoir perçu ces fonds, pourtant chaque fois signalés comme payés par le deuxième prévenu gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Plusieurs autres travaux n'ont eu de commencement d'exécution que dans les annonces mirobolantes et sont restés des 20 slogans. Il s'agit de l'école de formation, de la ferme avicole, de l'abattoir, du dépôt frigorifique, des 200 km de routes, de l'usine de bois et de l'usine de caillasse. Autre modus operandi utilisé pour réussir le détournement des deniers publics, de la dissémination des recettes de ventes effectuées. En mars 2015, un montant total de 700 350 189 000 francs congolais, soit 764 180 $.32, a été débloqué par le Trésor public pour la récolte de maïs au PAIBL. Le produit de cette récolte ne ressort à aucun rapport et il n'existe aucune trace des recettes récoltées. Enfin, dernier modus operandi utilisé, c'est de l'effacement des traces de détournement. Nous avons évoqué plus haut que les différentes missions d'évaluation des réalisations du PAIBL nous ont permis de relever que la somme globale de 280 millions décaissés par le Trésor public pour les pays, de la somme de 280 millions décaissés par le Trésor public pour les PAIBL, seuls 34 150 507 $ ont été réellement affectés aux activités du PAIBL. Fort malheureusement à ce jour, si votre cour décide d'une descente sur les lieux et ne trouvait que quelques vestiges, parce qu'entre-temps, les pays se sont organisés pour effacer toutes les traces en offrant pillage par l'abandon des biens du PAIBL. Du reste, une enquête est en cours pour attraper tous les pillards dont certains sont identifiés. Tels sont, Monsieur le Président, les faits que nous allons analyser en droit. Je demande à mon collègue de continuer. Merci, Monsieur le Président. L'analyse juridique des faits. Comme vous avez pu certainement vous en rendre compte, ces différents faits sont constitutifs de prévention et de détournement de deniers publics à charge du premier et du troisième prévenu pour un montant de 115 995 106 $ américains et à charge du premier et du troisième prévenu pour un montant de 89 millions de dollars. Du détournement de deniers publics à charge du prévenu Matata Pognou Augustin et Grobler Clisso Stéphanos. Le détournement de deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des sommes dont on n'est que les dépositaires. Élément légal. En droit congolais, l'article 145 du Code pénal, livre 2, texte modifié à ce jour, prévoit que tout fonctionnaire officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, gérant, commissaire aux comptes ou d'autres titres, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus
qui aura détourné des deniers publics ou privés des effets immobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. L'article 2 dispose, en condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans plus après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et patriotiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier au présent article l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Les articles 164 de la Constitution et 72 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent quant à eux votre Cour compétente à l'égard des co-auteurs et complices du Premier ministre pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour être caractérisée, cette infraction doit réunir 4 éléments suivants: la qualité de la personne, la nature des fonds ou des biens détournés, l'acte matériel réalisé, l'intention de commettre l'infraction. In specie casu, de la qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un fonctionnaire ou d'un agent public ou une personne chargée d'un service public. Mineur, les dit dans les commentaires du Code pénal congolais, deuxième édition, l'Arcier Bruxelles 1953, page 319-320. En République démocratique du Congo, est fonctionnaire au sens des articles 145 et 145 bis du Code pénal congolais livre 2, tout agent public. Les codes de conduite de l'agent public portés par le décret loi numéro 017-2002 et du 3 octobre 2002 énumèrent les agents publics au nombre desquels l'on trouve les membres du gouvernement. Le prévenu Matata Pogno Augustin était au moment des faits membre du gouvernement en qualité de Premier ministre. Cette qualité est donc consolidée dans les chefs du premier prévenu, rendant également compétente notre juridiction, votre juridiction, à poursuivre les troisièmes prévenus, son co-auteur, conformément aux prescrits des dispositions pré-rappelées. De la nature des fonds ou des biens détournés. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de biens d'une nature donnée et que les dits biens aient été confiés de manière précaire à la personne qui les a détournés. Toutefois, il a été jugé que pour être dépositaire des deniers publics, il n'est pas nécessaire que les fonds soient matériellement entre les mains du prévenu, mais il suffit qu'ils soient mis à sa disposition en vertu ou à raison de ses fonctions. Cour suprême de justice RPA du 15 juillet 1983, inédit. Ainsi, s'agira-t-il des actes ou titres administratifs, des mandats de paiement ou des bons du Trésor. Dans les cas sous étude, nous avions relevé que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait libéré 280 millions de dollars en faveur du projet agro-industriel de Bukangalonzo, dont 278 884 804 provenaient du Trésor public et 1 115 116 du Fonds de promotion de l'industrie, une entreprise publique. La somme détournée de 115 997 106 dollars constitue donc des fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt national, à savoir les projet agro-industriel de Bukangalonzo. C'est ici le lieu de signaler que les fonds publics qui appartiennent à l'État congolais sont soumis aux règles de la comptabilité publique et que la chaîne de gestion de ces fonds, notamment celle des dépenses, obéit à des exigences dont la méconnaissance volontaire conduit à des malversations. C'est le cas qui nous concerne dans cette cause. Ces fonds publics détournés, disions-nous, sont détaillés comme suit. Fonds détournés par le biais de la surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 dollars. Société Écran de Sticlox, 16 10 900 000 dollars américains. Société Fidafrica, 1 998 900 dollars américains. Recettes de vente effectuées, 764 184 dollars. Avantage indu, 1 45 454
dollars américains. L'acte matériel réalisé. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel caractérisant cette infraction. Ainsi, aussi, entend-on par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée, et à détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination. Dans les cas d'espèces, nous avons relevé que sur le montant total décaissé par le Trésor public, seule la somme de 34 150 507 a été effectivement affectée aux activités du projet agro-industriel de Bukangalonzo, et les premiers et les troisièmes prévenus n'ont pas pu justifier la différence de 115 997 106 ainsi détournés. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, au sujet de l'intention criminelle et en faisant l'approche sociologique de la délinquance en col blanc d'Alexis Pin, qui reprend les idées forces d'Edwin Sutherland, une white collar crime ou criminel en col blanc, nous remarquons que les criminels en col blanc sont plus difficiles, les crimes en col blanc sont plus difficiles à prouver, ce qui permet à leurs auteurs d'obtenir plus que les délinquants des rues les bénéfices du doute. En effet, nous sommes en présence de crimes de la catégorie de la criminalité économique commise par les élites, c'est-à-dire la transgression du droit par ceux qui se situent en haut de l'échelle sociale, où les actes de détournement sont conçus, mûris, structurés, maquillés et habillés de l'étoffe officielle. Les auteurs de ces crimes prennent tout le temps de monter leur plan au point de faire du trésor public l'eau bénite où ils puisent à souhait pour se oindre des bénédictions mafieuses. Quoi d'étonnant dans ce cas de voir un prévenu demander allègrement au ministère public de prouver les forfaits. C'est là, justement, la preuve que ces prévenus en col blanc mettent en place en amont de leur forfaiture un dispositif intellectuel pour brouiller les pistes et nettoyer toutes les traces criminelles. Nous ne sommes pas loin de la même méthodologie utilisée par les prévenus dans notre cas de figure. C'est pourquoi nous allons établir l'intention frauduleuse des prévenus sur base non seulement des présomptions graves, précises et concordantes, mais aussi sur base des présomptions résultant de la non-justification des sommes détenues à titre précaire et qui apparaissent clairement au travers de toutes les étapes de la vie du projet agro-industriel de Bukangalonzo. Au niveau de la conception et de la création du projet, le premier prévenu qui était déjà en contact avec le troisième prévenu par le biais de son conseiller John Moussousa Ulimwengu qui l'avait chargé de trouver les partenaires aux USA. Et ailleurs, selon les déclarations de la sénatrice Ida Kamonji, du haut de sa fonction de Premier ministre, chef de gouvernement, de ses expériences professionnelles en qualité de ministre des Finances, directeur général du Bureau central de coordination, BCECO en cible, et de cadre à la Banque centrale, n'a eu à dresser qu'un business plan squelettique en anglais. Peut-on concevoir qu'un chef de gouvernement, sauf s'il n'a pas l'intention frauduleuse, puisse confier la conception d'un projet intéressant la nation congolaise tout entière à un conseiller de cabinet, à l'exclusion des ministres concernés, c'est-à-dire agriculture, budget, plan, industrie et portefeuille? Comment peut-on expliquer que la primature, par les prévenus, puisse faire le montage d'une étude superficielle qui ne tienne pas compte des procédures légales et pour obtenir au finish un projet au contour poreux, si ce n'est posé en connaissance des causes et de manière délibérée les jalons des détournements dont on ne peut être qu'auteur intellectuel. Ainsi, déjà dans la conception, il n'y a aucun mécanisme de contrôle, aucune élaboration d'un cahier de procédure, aucune définition du coût global estimatif. Les prévenus Matata
Premier ministre au moment des faits, ministre des Finances, ancien directeur général de BCECO et ancien cadre de la Banque centrale du Congo, ne pouvait ignorer la nécessité absolue de la mise en place des mécanismes prudentiels. Cette manière de faire ou cette omission à prendre ces mécanismes relève de l'intention délibérée de monter une structure pour siphonner les trésors publics par le détournement massif des deniers publics. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, l'intention frauduleuse ressort aussi à l'étape du choix du partenaire. En effet, l'un des modes opératoires qu'utilisent les auteurs du détournement est le recours à un prestataire de services appartenant à un groupe dont une ou d'autres filiales sont susceptibles d'être candidates à la réalisation du projet, avec possibilité pour ces prestataires de donner une préférence aux sociétés du groupe dont il fait partie en leur fournissant des informations exclusives qui leur permettent d'obtenir les marchés ou en imposant dans leur cahier des charges des spécificités que seules ces sociétés du groupe sont en mesure de satisfaire. Cette situation crée ainsi les prises de participation croisées dans un conflit d'intérêts inextricable. C'est cela qu'a fait les prévenus en choisissant sans appel d'offres, sans passer par la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, les prestataires Africom Commodity, un conglomérat comprenant les sociétés Desticlox, Triumph Fertilizer, Center, Michigan Equipment, Triumph RDC et BPI Manufacturing. Avec cette structure savamment montée, tous les achats des équipements et matériels sont réalisés par les troisièmes prévenus auprès des sociétés sœurs, sans appel d'offres et sans aucun critère d'acquisition et avec la seule approbation de ces troisièmes prévenus. Relevons que c'est encore ce troisième prévenu qui a étendu, comme une pieuvre, son emprise sur Parcagri et Marikin, des sociétés pourtant autonomes avec des responsables désignés. La sénatrice Ida Kamonji, nommée à l'époque directeur général de Parcagri, se plaignait du fait que tous les fonds destinés à Parcagri étaient payés sans aucune explication au troisième prévenu qui en disposait à souhait. Ce recours à un prestataire qui met en œuvre la structure décriée ci-dessus, le non-recours à l'appel d'offres et le versement des fonds de la Parcagri au troisième prévenu sont en réalité des actes qui consomment le détournement des deniers publics. L'intention coupable de prévenir ressort aussi de la non-mise en place d'un système comptable et financier et d'une organisation administrative de gestion des stocks. En effet, toutes les opérations comptables relatives aux activités du projet sont effectuées directement en Afrique du Sud au siège du troisième prévenu. Les états financiers esquissés ne sont pas présentés conformément au plan OHADA qui est d'application en RDC depuis le 1er janvier 2014. Voir l'article 6 et 16 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables. Ces états financiers heurtent également l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 qui dispose que la comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, vous constaterez qu'il s'agit là d'un montage ou du montage d'un circuit financier hors norme et complexe qui font de la caisse du troisième prévenu une caisse noire qui est les réceptacles utilisés pour collecter et répartir les fonds. En effet, tous les transferts et les autres opérations sont faits à l'étranger suivant une procédure opaque échappant à l'imposition et à la taxation. On a donné une apparence de légalité à des manœuvres délictueuses et l'intention frauduleuse est encore consolidée lorsqu'on examine le versement des fonds. Nous avons relevé qu'il n'y avait pas un planning défini de décaissement. Tout se faisait au gré de la volonté du troisième prévenu. Ces versements étaient continus, sans contrôle de l'utilisation des premiers fonds décaissés. Pour le fonds du contribuable congolais,
Les troisièmes prévenus se contentaient, comme par défi, à émettre des factures établies par lui-même et souvent sans signature ni cachet. Relevons aussi que la quasi-totalité des paiements l'ont été en procédure d'urgence au mépris des lois et instructions en vigueur relatives au marché de gré à gré et aux critères de recours à la procédure d'urgence. Il faut relever que le règlement général sur la comptabilité publique pose l'impératif des étapes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement. Il n'autorise que quelques cas pour lesquels les dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable et qui connaîtront un ordonnancement postérieur de régularisation. Bukangalonzo ne rentrait pas dans ces cas. Les premiers prévenus, Matata Pogno, ignorait-il cela? Bien sûr que non, car il avait signé plusieurs ordres de mission en faveur des membres de son cabinet pour la supervision des activités et du projet, en fermant hermétiquement les yeux sur ces graves anomalies. L'intention coupable saute également aux yeux au vu de toutes les surfacturations que nous avons relevées dans l'exposé des faits. Cette intention criminelle ressort aussi au niveau de la création par les premiers prévenus de sa société, FIDAFRICA, pour la captation des fonds publics. Cette société, dont les associés sont les membres de la famille du premier prévenu et du troisième prévenu, a en effet acquis des matériels avec des fonds alloués aux activités du projet Bukangalonzo. Pourtant, l'ordonnance numéro 15-014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du gouvernement applicable au moment des faits, en son article 29 alinéa 3 et 4 dispose que durant leurs fonctions, les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée ni acheter ni acquérir d'aucune façon ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine privé de l'État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public au bénéfice des administrations des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces ou les entités territoriales décentralisées ont des intérêts. Méconnaître cette disposition, créer par-dessus tout une société et allouer à celle-ci des fonds, ne contient-il pas une manifestation délibérée de l'intention frauduleuse? L'intention frauduleuse ressort enfin des diverses opérations suivantes. L'engagement des dépenses publiques non prévues et non autorisées par les budgets, l'octroi sans justification d'une somme de 10 millions de dollars à la province du Kwango, qui ne les a jamais du reste reçus effectivement. Les paiements faits à Desticlox de la somme de 11 millions pour la gestion du PAIBL et pour gravillonner les voies d'accès au parc alors que la gestion relevait des CEPAGRI et alors que toutes les voies du PAIBL sont restées en sable. La libération volontaire, sans justification aucune, de la quote-part du capital d'Africom Commodities dans les trois sociétés, autrement dit, les paiements avec les fonds publics du capital d'un tiers. L'acceptation par les troisièmes prévenus, sans protestation aucune, des écarts entre les montants ordonnés en sa faveur et celui réellement reçu. La quasi-totalité des sommes reçues, cote 4001 à 4004, affiche un écart variant de 20 000 à 100 000 dollars qui ne peut être dû au taux d'échange comme on a semblé le soutenir. La mise en action du compte général du Trésor par de simples correspondances adressées au gouverneur de la Banque centrale du Congo, les paiements effectués au guichet de la Banque centrale du Congo entre les mains des comptables de la primature pour les fonds destinés aux troisièmes prévenus, les maniements des fonds publics par des personnes non habilitées. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir les éléments constitués de la prévention et détournement des deniers publics d'une somme de 115 997 106 000 dollars. Après avoir démontré que les faits de détournement reprochés au premier et troisième prévenus sont établis, il faut donc à présent considérer que la nature et les degrés de participation, criminelle de chacun des prévenus impliqués. Dès la participation criminelle,
Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part, plus ou moins active et plus ou moins directe, à la perpétration d'une infraction. Pour que la participation à une infraction soit punissable, il faut que soient réunies 3 conditions. La nécessité d'un fait principal punissable, l'acte de participation et l'élément moral. Toute participation n'est pas punissable. Elle ne le devient que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction prévue et punie par les lois. Dans les cas d'espèce, le détournement des deniers publics est l'infraction principale concernée. L'acte positif de la participation doit rentrer dans les cas de décès qui sont limitativement énumérés par les articles 22 et 21 à 23 du Code pénal livre 1er. Il s'agit des actes de coopération et d'aide à l'exécution de l'infraction, de la provocation privée ou publique de l'infraction par divers moyens de pression. Il s'agit aussi des instructions et moyens fournis par la commission de l'infraction. Celui qui n'a été que spectateur d'une infraction ne peut être puni. L'acte commis doit en outre être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction. Un acte postérieur n'est pas en principe punissable. Toutefois, les actes de consommation, c'est-à-dire ceux qui s'accomplissent aussitôt après l'infraction en vue de procurer l'impunité au coupable, peuvent être considérés comme des actes de complicité s'ils résultent d'une entente avec l'auteur du crime. L'élément moral de cette participation, la participation à une infraction doit être volontaire et consciente, c'est-à-dire que chaque agent doit savoir qu'il coopère à la perpétration d'un fait délictueux et doit avoir la volonté d'agir en vue de réaliser l'infraction. Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, mais ce concert de volonté peut être tacite. Dans les cas d'espèce, selon les éléments du dossier auxquels vous avez égard, le prévenu Matata Pogno et Augustin est la véritable charnière du détournement de la somme de 115 millions. C'est lui qui a conçu et monté le projet, c'est lui qui a ordonné les paiements, c'est encore lui qui a choisi le 3e prévenu au mépris de la procédure, c'est encore lui qui a à la base de la création de la société FID Africa et du paiement à Desticlox. C'est le prévenu qui a prêté un concours. Le 3e prévenu, par contre, a prêté un concours indispensable à la sortie des fonds publics, concrétisant les détournements qui en était le but final. Il est donc au titre d'instigateur et d'organisateur, auteur intellectuel de détournement, et ici ressort clairement de l'utilisation par le prévenu de son conseiller John Ilumwengu, érigé en super ministre. De fait, se substituant au ministre du budget, de l'agriculture et du portefeuille pour la réussite de toutes les opérations s'agissant du détournement. S'agissant du prévenu Grobler Christo, il a participé au détournement comme co-auteur. En effet, les dossiers ainsi que l'instruction menée révèlent que son rôle a été d'apporter son aide indispensable dans le montage et l'exécution d'un projet intrinsèquement vicié qui a conduit au détournement massif des fonds publics. Sa participation directe ressort aussi de la surfacturation de la valeur des équipements matériels et intrants pour justifier les fonds reçus, et c'est au moyen de fausses factures qu'il établissait. Il a également aidé au détournement en ne libérant pas la part du capital social dans les 3 sociétés. Il a en outre monté un circuit financier complexe de transfert des fonds au mépris du droit au WADA et de la législation congolaise sur la tenue de la comptabilité. C'est aussi accaparé des fonds destinés aux activités des parcs agri sous le silence du premier prévenu et nonobstant les réclamations faites par le directeur général des parcs agri. Et aussi, alors qu'il recevait les fonds pour la gestion du projet dans le cadre de la société prestataire CEPAGRI, il a également perçu des fonds abusivement payés par les premiers prévenus à Desticlos pour la même gestion. C'est encore lui qui, sans aucune protestation, percevait les fonds lui destinés sans dénoncer les écarts entre les sommes ordonnancées et les sommes lui payées effectivement. Et dans les actes qui ont consommé les détournements, il a participé à l'effacement des traces des détournements en laissant à l'abandon les sites du projet. Par ces actes, les prévenus Christos Stéphanous, chargé en sa double qualité de prestataire de services, en sa double qualité aussi de
une personne chargée de l'exécution d'une mission d'intérêt général avait connaissance, coopéré directement à la commission de l'infraction et détournement de deniers publics qui leur est reproché, mode prévu par l'article 21 alinéa 1er, Code pénal livre 1er. En définitive, il résulte des faits et actes de la cause une volonté commune et convergente de tous les deux prévenus de se procurer un avantage illicite, notamment en ordonnant des paiements et en les acceptant. Bukangalonzo n'était constitué que dans le but d'avoir indûment de l'argent, contrairement à son objet social officiel. Du détournement de deniers publics à charge de Matata Pogno Augustin et Mutombo Mwana Niembo de Gracias. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Haute Cour, nous l'avions dit, le détournement de deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des fonds, des sommes dont on est dépositaire. Tout en renvoyant donc aux commentaires qui définissent la prévention du détournement des deniers publics, je passe une spécie casu de la qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un fonctionnaire, d'un agent public ou une personne chargée d'un service public. Et nous avons défini qui était fonctionnaire public en droit positif congolais, et les prévenus Matata étaient au moment des faits membre du gouvernement en qualité de Premier ministre. Cette qualité est donc consolidée dans les chefs du premier prévenu, rendant également compétente force de juridiction à poursuivre les deuxièmes prévenus, son co-auteur, conformément aux prescrits des dispositions préappelées. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse, nous l'avions dit, et dans les cas d'espèces, nous avons relevé que le montant total décaissé par les trésors publics, rien n'a été effectivement affecté à la construction du marché international de Kinshasa. Les premiers et les deuxièmes prévenus n'ont pas su justifier la somme ainsi détournée. La somme détournée de 89 millions de dollars constitue donc des fonds publics décaissés par les premiers et les deuxièmes prévenus, à savoir la construction du marché international de Kinshasa, Marikina Sigler. Les troisièmes prévenus, les prévenus Grobler, ne reconnaît pas avoir reçu la somme de 80 millions de dollars américains que ni les prévenus Matata ni les prévenus Mutombo n'ont pu justifier. Il ressort des pièces du dossier que les deuxièmes prévenus, les prévenus Mutombo, organe central de la Banque centrale du Congo au moment des faits, nous a renvoyé lors de son audition à la Banque centrale pour obtenir les preuves de paiement de ces fonds au troisième prévenu. La Banque centrale du Congo requise n'a pas su nous transmettre ces preuves de paiement qui en réalité n'existaient pas. Si donc ces fonds n'ont pas été remis aux prévenus Grobler, où sont-ils passés? Les premiers prévenus donneurs d'ordre et les deuxièmes prévenus exécutant ces ordres les ont purement et simplement détournés. Élément intentionnel. Le fait pour le premier prévenu, le prévenu Matata, d'avoir sur la période allant du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2016 ordonné le paiement des tranches d'une somme de 4 800 000 dollars jusqu'à atteindre la somme de 80 millions de dollars, et ce, sans contrôle et sans évaluation de l'utilisation des premiers fonds libérés, établit son intention frauduleuse, surtout qu'il n'a jamais su justifier la destination et l'utilisation de ces fonds. S'agissant du premier prévenu, le fait pour lui d'émettre des avis de débit laconiques, n'indiquant pas le code SWIFT des banques commerciales qui l'instruisaient de payer le troisième prévenu, et l'absence d'indication des codes SWIFT des banques sud-africaines vers lesquelles chutaient les fonds décaissés, constitue l'intention frauduleuse, surtout que ces avis de débit ainsi établis constituent des faux de la participation criminelle. Comme dit plus haut, les avis de débit émis par les deuxièmes prévenus
cristallise la manœuvre frauduleuse constitutive de l'aide indispensable à la réalisation des détournements de la somme de 80. Le deuxième prévenu, Mutombo, est coauteur du détournement. Par ce motif, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitués des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. La Cour prend acte de vos réquisitions. Monsieur le procureur général, je vous remercie. Elle clôt ainsi les débats, met la cause en délibéré et dit que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2025. L'audience est levée. Mesdames et messieurs, après avoir suivi cet élément que nous a produit nos confrères de la RTNC depuis Kinshasa, voilà de quoi est accusé l'ex-premier ministre Matata Pogno. Nous vous disons merci. Si vous avez suivi avec attention et donc, comme nous sommes à la fin, nous allons vous demander toujours de partager nos productions, de liker, de vous abonner massivement parce que vous êtes les nôtres et votre fidélité à notre chaîne reste notre plus grande motivation. Portez-vous bien.